Même déjà maintenant, en Europe et surtout ici en France, notre société est composée de personnes, des familles qui viennent de différents arrière-plans culturels. Est-ce qu'on vit ensemble? Est-ce qu'on vit côte à côte? Est-ce qu'on cohabite? Quelle est notre relation? Bon, parfois, je sens qu'on est assis sur une poutrière, on dit ça? Une poutrière, parce qu'on ne sait pas s'il y a une crise majeure. Pour l'instant, tout va bien, plus ou moins, mais peut-être quand il y aura une crise majeure, comment nous, on va se comporter face aux autres. Je pense que ça, c'est une question importante. Donc, quelles sont nos réelles bases communes? Parce que tout le monde a un passeport français ou parce qu'on est soumis à une même loi ou les valeurs républicaines? Donc, c'est une question très importante qu'on doit se poser aujourd'hui. Donc, je trouve, pour combler ce vide, il faudra qu'on revoie, qu'on revise notre vision sur la famille et qu'on identifie et comprend les valeurs qu'elle peut engendrer et comment mettre ces valeurs en pratique dans une société multiculturelle. Donc, déjà au niveau de chaque famille, dans les quartiers, dans la société, dans la communauté, dans la nation et dans le monde. Mais il ne faut pas ignorer le fait que notre perception de valeurs est principalement influencée par nos parents et nos frères et sœurs. Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par la religion, c'est en fait par la culture, mais c'est dans la famille. Dans les premières années de notre vie, notre relation avec nos parents, nos frères et sœurs, sont le plus marquants. Ils nous cachettent. Non, ils posent une empreinte sur notre personnalité qu'on ne peut pas enlever. C'est pour cela. Dans cette saison 2015-2016, notre recherche, notre débat, notre discussion va être sur les valeurs dans la famille. Donc, ce sera comme un fil rouge qui va traverser tous nos thèmes de conférence. Donc, les valeurs qui sont créées, transmises dans chacune des sphères de relations familiales. Donc, dans la relation du couple, parce que la famille commence avec le couple. Donc, le 13 novembre, en bas, à la Beauvaiche, le thème sera « Quel couple je veux construire ?» Et plus tard, au mois de janvier, c'est sur la relation parent-enfant, l'art d'être parent. La relation entre frères et sœurs, au mois d'avril, ici, dans cette même salle. Comment la personne se développe et s'épanouisse dans les relations familiales en tant qu'enfant et adolescent. C'était la Beauvaiche. Ah, c'est la Beauvaiche. Ah oui, c'est la Beauvaiche, excusez-moi. Ah oui, c'est encore la Beauvaiche, c'est vrai, au mois d'avril. Et puis, la dernière série ici, dans cette salle, sur les grands-parents, parce que beaucoup d'entre nous, c'est notre cas déjà, nous sommes des grands-parents. Quel est notre rôle, quelle est notre influence dans la famille, dans l'éducation de nos petits enfants, aussi la relation avec nos enfants, leurs conjoints. Est-ce que je suis une bonne belle-mère? Est-ce que je suis un bon beau-père? Ça aussi sont des relations à découvrir et qui jouent aussi dans la croissance des enfants. Voilà. Donc, pour revenir, on ne peut pas parler de valeurs en l'air. C'est-à-dire, toute pensée, toute idée a des préalables, a un socle. Donc, il y a deux préalables qu'on doit établir. Le premier, c'est si oui ou non, nous sommes des êtres créés, s'il y a un créateur ou pas. Si oui, dans quel but sommes-nous créés?
Je crois que ça, c'est une... Avant de discuter quoi que ce soit, c'est ça qui doit être établi. Donc, quelqu'un a dit, accepter que Dieu existe, c'est de reconnaître qu'il existe un principe universel, omniprésent dans la nature et dans la société humaine. Parce qu'en fait, ce que beaucoup de personnes essaient de promouvoir, c'est de la neutralité dans l'éthique et dans les valeurs, dans la morale. En fait, ça n'existe pas. Parce qu'on a tous une certaine base. Donc, on peut imaginer deux scénarios ou scénarii. L'un n'exclut pas l'autre. Le premier est, comme je dis tout à l'heure, nous sommes des êtres résultants. Il y a une cause, il y a une origine. Nous sommes créés avec un but. Et ce but engendre les valeurs. Donc ce sont les religions qui ont été les enseignants et les gardiens de ces valeurs. Mais leur influence commençait à être grandement affaiblie, et c'est pour cela aussi le comportement éthique dans la société a beaucoup souffert et beaucoup de gens flottent. Le deuxième scénario, notre espèce, l'espèce humaine, est comme les autres espèces, comme les animaux, les végétaux, les minéraux. Et puis, ce qui est primordial pour notre espèce, dans tout notre comportement, c'est inhérent, une impulsion inhérente, c'est la survie de notre espèce. C'est-à-dire, nous prenons toujours soin de nos petits. Parce que c'est plus fort que nous, c'est en nous. Et nous vivons aussi en groupe. Donc, pour la vie en groupe, il faut un code de comportement, un ordre. C'est comme aussi, surtout dans le monde animal, même jusqu'aux bactéries, il y a toujours des hiérarchies, il y a un ordre, comment ils vivent en société. Par exemple, les oiseaux migratoires, il y a toujours migrateurs, et il y a toujours un ordre. Et puis les poissons aussi, ils vivent ensemble. Comment ils le font, on ne sait pas. Il y a des liens entre eux, mais il y a un qui est devant et les autres suivent. Les fourmis aussi, on connaît, les abeilles aussi. Ils vivent en société, chacun a sa place, chacun a sa mission, chacun a sa raison d'être. Et puis, nos cousins, plus proches, les plus proches, eux aussi, ils ont des relations entre eux, mais il y a un ordre, il y a un respect, peut-être entre générations, ou je ne sais pas étudier trop profondément cette question, mais il y a un ordre dans leur société. Voilà. Donc, on peut, si vous n'êtes pas croyant, ce n'est pas grave, vous pensez seulement à notre espèce, ce qui est l'attente dans notre espèce. Et ce qui nous différencie des autres espèces, c'est que nous pouvons faire des choix et nous subissons leurs conséquences. Les autres espèces, ils suivent leur nature inhérente. Nous aussi, pour certaines questions de la vie, surtout la vie physique, mais pour notre vie en société et pour notre vie individuelle, nous faisons des choix et nous devons nous subissons les conséquences de nos choix. Et nous sommes aussi capables de penser par nous-mêmes, de penser nous-mêmes. C'est-à-dire, nous développons la philosophie, nous cherchons le but de notre existence, etc. Donc, les autres espèces arrivent à survivre, à se multiplier, vivent en harmonie. Aujourd'hui, on parle beaucoup des écosystèmes, de la nature, jusqu'aux constellations, dans l'univers, dans l'espace.
Mais, par contre, notre espèce éprouve de plus en plus de difficultés de survivre. On a même des capacités de nous détruire nous-mêmes. Donc, mais ceux qui enseignent, c'est l'ordre du comportement, de vivre ensemble en société, c'est-à-dire, traditionnellement, c'était les religions, les écoles, les familles. Ils ont perdu leur force, leur élan. Et même les lois ont des difficultés de garder un certain ordre. Donc, surtout aujourd'hui, il y a beaucoup, les prisons sont pleins, il y a beaucoup de criminalité, il y a même le terrorisme. Comment contenir tout cela? On a un problème. Donc aussi, depuis quelques décennies, la recherche de la liberté individuelle nous a conduit vraiment à un grand gouffre. Ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, par la révolution sexuelle des années 60, c'est-à-dire le relâchement de mœurs et l'éducation sans valeur. Bon, je ne veux pas aujourd'hui entrer dans tous ces détails. Donc là, on est face à un dilemme. Mais avant qu'on continue à en parler, il y a un troisième préalable qu'on doit établir. C'est-à-dire que toutes les êtres, toutes les autres espèces, comme nous aussi, on existe en paire. Donc nous sommes hommes et femmes. Dès que deux personnes occupent un même espace, c'est-à-dire dans une même pièce, il y a un ordre qui s'établit de comportement de relation. Et donc, dans la société humaine, la hiérarchie et dans le groupe est basée sur 2 points. Premièrement, qui est mon partenaire avec qui je formerai une paire, ma paire, parce que notre nature inhérente nous pousse toujours à former cette paire, d'une manière ou d'une autre. Et deuxième point très important, encore plus important que le premier point, c'est qui enchante qui, la filiation. C'est un point très important si on doit repenser notre vie en société. Une paire forme un ensemble. L'un tourne autour de l'autre. Donc, normalement, quand il y a une paire, comme un couple, c'est-à-dire une troisième personne n'est pas bienvenue. Si cette troisième personne veut interrompre ou casser cette paire. Mais comme il s'agit d'une relation plutôt horizontale, cette relation peut se rompre. C'est pour cela qu'il y a des divorces et les couples se séparent. Mais il y a une autre relation, c'est celle de parents-enfants. C'est un lien plus fort que celui entre mari et femme. Ce lien est plutôt vertical parce que c'est la filiation. Et ce lien ne peut être rompu par aucune autre force. C'est-à-dire, on ne peut pas choisir ses parents. On n'a pas choisi qui est mon père et qui est ma mère. Et je crois que pour nos enfants aussi, bien qu'on voudrait qu'ils soient ainsi ou autrement, ils sont tels qu'ils sont. Et même la loi ne peut pas changer cela. Donc, je dirais que c'est un premier absolu qui est établi, c'est-à-dire la relation parent-enfant. Le fait qu'on ne peut pas choisir. Donc, je dirais ça rejoint le premier scénario, c'est un reflet du lien entre les créateurs et ses créatures. C'est un lien absolu. Nous avons créé ou co-créé nos enfants, donc c'est un lien absolu et c'est un reflet du lien entre les créateurs et nous. Donc ce lien absolu engendre des valeurs absolues. C'est-à-dire il n'y a rien, un parent
est toujours un parent, même si mon fils est un terroriste. Le pire qu'on pourra s'imaginer. Si mon fils décide aujourd'hui d'aller joindre Daesh et puis de revenir en France pour devenir un terroriste. Terroriste. Alors dans ces cas, moi je ne peux pas dire t'es plus mon fils. Je peux le dire, hein? Je peux le souhaiter, mais en réalité le lien restera, c'est absolu. Ce lien reste absolu. Seulement je souffre parce que mon fils est devenu un criminel ou un terroriste. Alors c'est pour cela, mais je ne peux pas nier ce lien. Ce lien est absolu. Même mes parents. Quand moi j'ai grandi, dans les années 60-70, alors il y avait une tendance de nier tout ce qui est de nos parents, de la génération d'avance. Et puis, en fait, c'est stupide, parce qu'on ne peut pas changer d'où on vient. On peut améliorer des choses, mais il y a un absolu qui est établi. Et ça, on ne peut pas changer. Ce n'est pas une condamnation, ou parfois on peut ressentir qu'on est condamné, ou parfois on peut ressentir que c'est comme une chance, une bénédiction. Ça peut être les deux. On peut travailler, on peut faire des choix, on peut travailler sur soi, sur ses relations, mais on ne peut pas nier ses origines. Voilà, il y a pour démontrer, donner un exemple de la relation entre parents et enfants, j'ai trouvé une relation qui existe entre le saumon et la progéniture. Vous connaissez? Le saumon, en fait, pour pondre leurs œufs, ils retournent au lieu de leur propre naissance. Ils quittent l'eau salée pour retourner à l'eau douce. Ils y pondent leurs œufs et ils meurent. Et leur chair sert de nourriture à leur progéniture. Et aux sources aussi. Mais en fait, ça, je trouve c'est très très beau, hein, parce que ça, c'est le cœur véritable d'un parent. C'est quelque chose qui est tellement fort. Hein. Donc, il y a aussi c'est-à-dire dans les autres espèces, il y a aussi des animaux qui font des couples pour toujours. Hein. Il y a d'autres qui sont couples pour une certaine période. Hein. Après, ils se confondent dans la masse. Hein. Mais il y a tout genre de choses qui existent. Hein. Voilà. Donc, cette bienveillance des parents envers leurs enfants, c'est ce qui constitue une première valeur absolue et quasiment universelle. C'est quasiment universel. Et puis, l'amour filial que les enfants retournent à leurs parents, on est impressionné. Et de là découlent toutes les autres valeurs. Dans la famille, il y a une deuxième relation horizontale qui existe, et c'est celle entre frères et sœurs. Relation horizontale, c'est entre mari et femme, et entre frères et sœurs. Relation verticale, c'est entre parents et enfants, grands-parents et enfants. Donc, les frères et sœurs peuvent s'aimer. Pourquoi? Ils peuvent s'entraimer parce qu'ils sont un même parent. S'il n'y a pas de parents, les frères et sœurs se chamaillent et se disputent, hein, souvent. Mais quand il y a les parents, ils peuvent s'aimer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les parents aiment mon frère et ma sœur, et c'est pour cela, moi aussi, je peux l'aimer. Moi aussi, je peux l'accepter. Souvent, quand il y a un premier enfant et le deuxième arrive, le premier enfant éprouve des difficultés, mais petit à petit, il découvre son amour pour son petit frère ou sa petite sœur, mais sans les parents, c'est difficile. Donc là, vous savez, des positions dans la famille.
Donc, vous avez la relation verticale et horizontale. Et au centre se trouve l'amour véritable, l'amour vrai. L'amour vrai, c'est l'amour sans condition. C'est l'amour, c'est la vie pour les autres. Dans une famille idéale. Pas toutes nos familles sont idéales, mais ça c'est une famille idéale. Et chaque personne, chaque position de la famille a toute une sphère d'émotions, toute une sphère de relations, une sphère de cœur. Donc, il y a l'amour filial, la sphère du cœur de l'enfant, l'amour fraternel, la sphère du cœur des frères et sœurs, l'amour conjugal, la sphère du cœur des époux, et l'amour parental, la sphère du cœur des parents. Donc, les valeurs familiales. Bon, je ne sais pas si cette liste est exhaustive ou pas, mais dans la relation parent-enfant, il y a la bienveillance, c'est des parents envers les enfants, le dévouement inconditionnel et la responsabilité. Dans la relation conjugale, idéalement, il y a la fidélité, l'engagement. J'ai oublié de mettre la confiance. Et dans la relation frère et sœur, il y a l'égalité, la fraternité et la relation enfant-parent, le respect, la piété filiale. Bon, je voudrais que au long de toute cette année, qu'on y ajoute ou qu'on subdivise encore pour bien identifier les valeurs dont on parle. Donc aussi, nous disons que la société est un prolongement de la famille et que les relations qu'on a apprises dans la famille, ils vont influencer les relations qu'on a envers les autres personnes dans notre communauté, dans la société et dans le monde. Donc, c'est-à-dire quand on voit des personnes qui sont plus âgées que nous, on peut le traiter tel un grand frère, une grande sœur, un parent, etc. Quand on a des personnes qui sont plus jeunes que nous, on peut le considérer comme nos jeunes frères et sœurs, nos cadets ou nos enfants, etc. C'est uniquement l'amour ou la relation mari et femme qui est exclusive. Si l'amour entre mari et femme, elle reste au niveau de la famille, on ne peut pas l'exporter au niveau de la société. Si on l'exporte au niveau de la société, tout s'écroule. Vous me suivez? Donc, mais sinon, c'est-à-dire, c'est dans la famille qu'on apprend tout type de relation. Et c'est pour cela aussi, on peut interagir avec les autres personnes que l'enfant rencontre à l'école, les camarades qui sont comme le frère et sœur, le professeur qui est comme un deuxième parent, le patron qui est comme un grand frère ou un parent, je ne sais pas. Donc, dans cet ordre d'idées. Maintenant, donc je crois là, si vous voulez qu'on arrête et on discute, on peut. Mais la deuxième partie maintenant de mon exposé, c'est comment on peut établir l'universalité d'une valeur. Comment on peut dire telle et telle valeur est universelle. Il y a des critères auxquels cette valeur doit correspondre. J'en ai trouvé quelques-unes, donc peut-être vous pouvez s'en ajouter d'autres. Donc il y a d'abord les critères philosophiques, et on va entrer dans les détails tout de suite. Et il y a des critères culturels, et il y a des critères qui entraient à notre nature d'être humains, et d'autres aux lois naturelles. Donc, un premier critère, c'est cette valeur doit devoir être réversible. Ça veut dire que je peux faire quelque chose, un acte que je fais envers quelqu'un, je dois pouvoir ressentir comment ce serait si quelqu'un
agirait de la même manière envers moi. C'était, est-ce que c'est réversible ou pas? Hein? Par exemple, tout à l'heure, on va faire un exercice. Par exemple, respecter ce qui appartient à quelqu'un d'autre et ne pas prendre ce qui m'appartient. Moi, je peux le faire et les autres peuvent le faire envers moi. Donc, si une valeur correspond à cela, on peut dire qu'elle a un premier aspect universel. Deuxièmement, la valeur doit être généralisable. C'est-à-dire, elle doit être valable pour tout le monde. Si tout le monde le faisait, est-ce que ce sera bien ou pas? Par exemple, si tout le monde, si tous les êtres humains ressentaient de la compassion envers les autres, le monde sera déjà meilleur. Et puis, une valeur doit avoir de bons résultats. Et on ne peut pas dire que je fais cela parce que c'est bon pour moi, uniquement. Il faut que les résultats soient bons pour moi, pour les autres, pour le monde entier, et pas seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Et puis, ma conscience ne doit pas contester cette valeur. C'est-à-dire, ma conscience ne doit pas sonner l'alarme. Attention, il ne faut pas aller là. Donc, notre intuition et notre raison doivent valider cette chose comme bon et vrai. Et puis, cette valeur doit se retrouver dans toutes les autres cultures et partout si elle peut avoir cette caractéristique d'universalité. Donc, par exemple, les parents qui sont prêts à donner leur vie pour leur enfant, ou bien sauver quelqu'un qui se noie, sauver quelqu'un d'une maison qui est en feu, toute la culture apprécie cela. Donc là, il y a surtout dans la littérature et dans la religion qu'on trouve beaucoup de similarités dans toute la culture. Confucius dit, ne fais pas à un autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et la Bible dit, alors, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Un grand œuvre littéraire en Inde dit, on ne devrait pas se comporter envers les autres d'une manière qu'on juge désagréable pour nous-mêmes. Et celui qui veut pincer un petit oiseau avec un bâton devrait d'abord l'essayer sur lui-même afin de sentir cette même douleur. Ça, c'est un proverbe africain. Donc c'est-à-dire des choses, cette valeur doit correspondre doit se trouver dans toute la culture. Et puis aussi, une autre chose, par exemple, répondre au mal par le bien. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. C'est la Bible qui dit. Et dans l'islam, et désolé pour la traduction, je ne sais pas si c'est correct, la bonne et la mauvaise action ne se ressemblent pas, repousse la mauvaise action par une meilleure, et voilà, celui qui fut jadis ton ennemi deviendra tel un ami de cœur. Vaincre la colère par l'amour, vaincre le mal par le bien, vaincre l'avarice en donnant, vaincre le mensonge par la vérité, ça vient du bouddhisme. Donc ça se rejoint. Lao Tse dit, je traite le bon avec bonté et je traite ceux qui ne sont pas bons aussi avec bonté. C'est ainsi qu'on atteint le bien. La haine ne peut vaincre la haine, c'est uniquement l'amour qui en est capable, Martin Luther King Jr. Donc ça veut dire répondre au mal par le bien, c'est une valeur prônée, encouragée par toute la culture. Et puis aussi, ce qui est déconseillé ou défendu, ou je ne sais pas comment vous voulez qu'on dise, par toute la culture, c'est le meurtre, l'adultère, le vol, l'arrogance, la luxure, l'avidité, etc.
Elle encourage tous le contrôle de soi, la modération, la pureté de cœur, la sincérité, l'endurance dans l'adversité. Et elle enseigne la gentillesse, l'honnêteté, l'altruisme, la charité, l'accomplissement des devoirs familiaux et civiques. Donc, on a eu deux critères, les critères philosophiques et les critères culturels, et maintenant, notre nature en tant qu'être humain. Donc, nous avons des aspects émotionnels et rationnels innés, c'est-à-dire qui sont propulsés ou engendrés par notre cœur et notre conscience. Donc, le cœur nous motive de rechercher la joie et le bonheur dans la relation avec les autres. Et le cœur est la source du comportement altruiste et attentionné envers les autres. Donc, si un acte ou une valeur ne correspond pas à notre cœur, c'est pas universel. Et la conscience aussi, elle est comme une boussole, un compas moral qui nous oriente vers le bien et qui nous alerte contre un comportement mauvais ou autodestructif. Elle nous met aussi en garde contre l'accomplissement des désirs égoïstes. Et puis, en quatrième lieu, il y a les lois de la nature. Si une valeur est contre les lois de la nature, elle ne peut pas être universelle. Les anciens Grecs ont déjà dit, le principe rationnel qui fait marcher l'univers, le principe rationnel, les stoïciens, oui. Ils ont dit, le principe rationnel qui fait marcher l'univers est le même par lequel les êtres humains peuvent contrôler leur passion et créer une société ordonnée. Donc là, vous avez notre galaxie, il y a le centre de la galaxie, le Soleil et la Terre, c'est comme un ordre vertical par l'importance, et puis il y a l'ordre horizontal des autres planètes autour. Et puis chaque planète aussi a son propre ordre. Il tourne autour de lui-même et après il tourne autour des autres. Cela se reflète dans la famille. Il y a l'ordre vertical, les grands-parents, les parents et les enfants. Et puis l'ordre horizontal, des frères et sœurs. Voilà. Donc, c'est-à-dire si on se conforme dans notre vie sociale, dans nos relations sociales, à la nature, on ne peut pas être faux. Et puis aussi l'ordre individuel. C'est quoi l'ordre individuel? L'ordre individuel, c'est entre notre conscience, notre esprit et notre corps. C'est-à-dire, c'est aussi une paire, un partenariat entre notre intérieur et notre comportement. Et donc quelqu'un a dit, l'être humain découvre la loi morale, commençant dans la relation entre un homme et une femme, en se terminant dans le vaste étendue de l'univers. L'être humain apprécie les valeurs de vérité, beauté et bonté, puisque celles-ci sont inhérentes dans la structure de l'univers. Donc, ça c'est pour un petit rappel. Donc, comment établir l'universalité d'une valeur? C'est-à-dire si elle peut correspondre à ces critères. Les critères philosophiques, culturels, la nature humaine et les lois de la nature. Maintenant, on va faire l'exercice. On va prendre une valeur que tout le monde, que j'ai lu dans un livre, les Français prennent ça comme la première valeur. C'est la tolérance. Tolérance. Oh. Non, c'est pas vrai. C'est un... Bon, je vois. C'est la tolérance. On peut examiner maintenant si la tolérance est une valeur universelle ou pas. Alors, est-ce qu'elle est réversible?
Réversible. Réciproque. Oui, c'est ça. Réciproque. Oui, réciproque. D'accord. Oui, réciproque. C'est quelque chose de réciproque. Oui. Oui. C'est-à-dire, on peut bien tolérer quelqu'un qui vient d'une autre nationalité, qui ne parle pas bien le français, etc. On peut tolérer. Merci beaucoup. On ne tolère pas le terrorisme. Par exemple. Mhm. Pourquoi? Pourquoi? Oui, parce que là, on va. Ah oui, réciprocité. Si tu me tues, je peux plus te tuer. Mais mon fils peut tuer ton fils. Mais on s'en sort pas, c'est la vendetta corps. Parce que c'est destructif. Oui, Oui, c'est pas. ouais. Oui, c'est destructif. Ouais. Mhm. Donc, c'est-à-dire, quand on a une valeur comme la tolérance, il faut qu'on fasse attention. Hein, parce qu'il y a aussi la tolérance envers le déclin de mœurs, qui est la permissivité. Hein. Je tolère ton comportement. Oui, tu fraudes le métro, tu ne payes pas ton ticket, je tolère. Hein. Ou bien quoi encore? Tu payes la personne qui vient faire le service chez toi au noir. Hein? On tolère. Oui. Est-ce que c'est bon ou pas? Ou bien, surtout récemment aussi, dans le comportement sexuel. Hein? Je tolère, oui, si tu veux être homosexuel, voici, fonce. Hein? Si tu veux vivre avec une autre femme, voici, fonce. Hein? C'est ton droit, c'est ta liberté. Ça permet de faire un compromis. Un compromis. Oui. Il faut faire des compromis, des valeurs. Oui. Dans certaines situations, oui. Oui, ça c'est sûr, oui. Alors, la tolérance, elle est généralisable. Elle est réversible, oui, ça, elle est réciproque, ça c'est oui. Elle est généralisable, oui. On veut tolérer, on veut être toléré, n'est-ce pas? Mais dans l'existence ou dans l'expression, liberté Dans d'expression, tout. liberté Non. d'action? Oui. C'est pour cela que je dis qu'il y a tolérance et tolérance. C'est pour cela, la tolérance, est-ce qu'elle est vraiment universelle, une valeur universelle, ou il faut différencier? Tolérance envers quoi? Est-ce que la tolérance produit toujours de bons résultats? Pas toujours. Pas toujours. Donc, elle ne correspond pas à cette valeur. Elle ne correspond pas. Elle ne remplit pas ces critères. Mais beaucoup de personnes pensent que c'est très important d'être tolérant. Et puis, ouais. Voltaire, oui, mais Gilles, vous savez, il disait il n'y a de tolérance que pour les maisons. Ah oui. Pour les maisons. Pour les Maison de Et puis, tolérance. non, ça, est-ce que la tolérance est Yes. incontestable par la conscience? Quoi? Incontestable. Est-ce que notre conscience dit que voici, c'est bon d'être tolérant envers celui qui fraude le transport public, celui qui triche cette déclaration de revenus? Hein? Moi, je dirais le contraire. Que incontestable. Oui, mais pardonnez-moi mon français. Oui, Oui, oui. Donc- La tolérance n'est pas très claire comme valeur. Non, elle n'est pas très Non, claire. c'est pas C'est pour cela que je absolu. pris C'est cet pas absolu, exemple. c'est une valeur Ce n'est pas une valeur universelle. absolue, disons. C'est pas absolu. Sauf qu'il faut la qualifier sans doute, parce qu'elle est importante comme valeur. Oui, Mais sans doute, il faut la qualifier un peu plus. oui. C'est-à-dire il faut subtiliser. Mm. Il y a tolérance en relation avec. Mm. C'est pour cela que les valeurs Mm. sont liées à la relation. Mm. Et puis, la tolérance se trouve dans toutes les cultures. Toutes les cultures confirment la tolérance comme une valeur. Plus ou moins. Ils ont des Plus critères ou moins. différents. Oui, oui, exact. Oui. Mais- Bah, pour l'instant, Daesh, on ne sent pas qu'ils sont tolérants à d'autres pensées que la Oui, c'est leur. ça justement, il y a des critères différents. oui. Et puis, c'est-à-dire la nature humaine, à notre nature inhérente, nos émotions, raisons, ça va bien avec la tolérance. Oui, mais pas
Dans quel cas? Il faut Oui, savoir c'est ça, dans quel cas. Première impression, c'est oui, évidemment. Hein? Hein. Oui. On va être tolérant aux différences Oui. des autres. Oui. Puis d'un seul coup, on se heurte. Ah ben non, il y a certaines limites qu'il faut poser. Oui. Oui, c'est ça. Oui, mais je pense qu'il déjà dans ces exemples, il y a deux types de tolérance. Tolérance pour la différence, enfin plus qu'une tolérance, une acceptation de la différence entre les hommes, mais une tolérance à des abus qui deviennent Exact. des excès, Oui, pour moi c'est une autre chose. Voilà. exact, oui. Donc, tolérance Oui. envers. Peut-être Oui. pouvoir se dire à soi-même qu'on s'autorise de pouvoir être tolérant dans certaines situations, dans certains cas, Oui. et pas dans d'autres. Oui. Est-ce que plutôt que C'est tolérant, un choix, c'est vrai, Oui. Je pense que ça doit être un choix de chacun Oui. en fonction des situations. Et comment on enseigne à nos enfants de la tolérance? Comment on doit spécifier le cas, Discerner n'est-ce le pas? bien du mal. Hein. Oui. Parce qu'on a une responsabilité de repousser le mal. Quand même. Non, c'est pas suffisant. Dans des moments de confrontation, ça peut être aussi un moment pour avoir des sujets, et appliquer ça. Monsieur, vous avez parlé d'acceptation, mais moi je vois pas d'acceptation dans la tolérance. Bien sûr, on accepte. Si j'accepte des différences, mais je suis choqué de gens qui fraudent sans arrêt. Et je pense que je continuerai à l'être. Mais comme c'est leur responsabilité, Ils ne savent pas. on est censé ignorer la loi. Ah oui, bon, voilà. Moi j'ai un exemple d'un organisme qu'on appelle l'UNESCO. Il y a quelques années, j'ai été invité pour un projet ça s'appelle Lecture pour tous. Et donc il y avait une discussion par rapport à qui allait joindre ce groupe pour faire justement la collecte des livres et tout. Et à un moment, ils ont dit ah oui, mais pas les certaines minorités, quoi, les minorités qu'on n'accepte pas. Mais ils parlaient de tolérance. Mais c'est malheureux. Ouais. Et c'est pour ça que Surtout de la moi, part j'ai de l'UNESCO. voilà. Et ça continue, hein. Si on vit dans un bâtiment, des appartements, on a un voisin qui se chamaille avec sa femme, qui fait du tapage, un autre qui se drogue, d'autres qui boit beaucoup, tout ça. On est très tolérant. Qu'est-ce qu'il faut employer? On est permissif parfois. Oui. oui, c'est ce mot-là que je mettrais à la place de tolérance pour toutes les choses déviantes d'un standard de bien. C'est même plus le mot tolérance qu'on va utiliser. C'est permissivité, c'est ça? Ça veut dire, cet exemple, ça nous montre que tout ce que nous rencontrons dans les médias, dans notre vie quotidienne, en fait, ce n'est pas, il faut y réfléchir profondément, il faut peser le pour et le contre. Est-ce que c'est quelque chose à quoi je veux adhérer et quelque chose que je veux encourager dans mes enfants? Je pense que si la tolérance est basée sur comme tu disais tout à l'heure, l'altruisme, si c'est basé sur quelque chose qui fait pour l'autre, oui. Alors la tolérance, on peut tolérer, mais on ne peut pas tolérer quelque chose qui est finalement égoïste et qui finalement va faire du mal. Le vrai problème, il est de qu'est-ce qu'on tolère, en quelque sorte. C'est quelque chose qui est centré sur soi et qui est donc destructeur, qui ne peut pas, finalement ne peut pas être toléré. Même si on le tolère d'une certaine façon, on ne peut pas le tolérer, je veux dire, au bout. À un moment donné, c'est quelque chose qui va être destructeur. Donc on ne devrait pas le tolérer, si on se rend compte que c'est destructeur. Ça veut dire qu'on doit examiner chacune de nos valeurs et on doit voir si elles correspondent vraiment à ce critère, si elles peuvent vraiment être quelque chose qui peut être à la base d'une société où on peut vivre ensemble. Donc, bon, c'est-à-dire, je mets ça parce que je vois que, comme il y avait l'autre
diagramme que ce que j'apprends dans la famille, c'est mon bagage que j'amène dans ma vie, dans la société, à la place publique. Donc, c'est très, très important. La famille, c'est vraiment le berceau où se forme notre personnalité et nos valeurs. Donc, j'ai trouvé, en fait, les parents sont le plus grand tolérant envers les enfants. C'est la plus grande tolérance. Pourquoi? Parce qu'en fait, les parents peuvent tout absorber. Même le mal que font les enfants, ils peuvent l'absorber. Bien qu'ils souffrent, ils peuvent l'absorber, ils le dirigent et ils font toujours quelque chose qui est bien pour l'enfant et qui élève l'enfant et qui l'avance. Donc, la question, c'est-à-dire même ce dont nous pouvons réfléchir, c'est quelles sont les valeurs que nous voulons transmettre. Et même pas à nos enfants, même si je rencontre un jeune dans mon immeuble qui jette le prospectus et les papiers partout, je passe dans le parc, je vois le matin, sur le banc, il y a les sachets et les restes d'un repas de McDo que quelqu'un a laissé. Quelle est mon attitude et comment j'agis? Quand je dis que dans mon immeuble, il y a plein de trucs par terre et puis les gens font pipi dans les escaliers, des trucs comme ça, ça arrive aussi. Quel est mon comportement? Quand je vois que quelqu'un a sali un espace public, quelle est mon attitude? Oh, c'est vandale! Ou comment je réagis, ça aussi. Par exemple, si dans mon immeuble il y a plein de choses par terre, si je le ramasse, je mets dans la poubelle, un jeune qui passe, je l'éduque en même temps. Bien que peut-être il n'a pas reçu cette éducation dans sa famille. Donc être un bon exemple en incarnant les valeurs, c'est aussi important. Je suis sûre que vous le faites aussi, n'est-ce pas? On enseigne. On essaie. Moi, peut-être pas ceux des autres, mais je fais très attention de ne pas en mettre. C'est déjà un premier pas. Oui. Et comme vous disiez tout à l'heure, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et parce que ça peut aussi très rapidement aller sur la notion de la différence, voire du jugement. Oui. Alors que d'avoir ce réflexe de se dire dans certaines situations, et je crois que c'est généralement dans des situations, est-ce que c'est tolérable ou pas? Se poser la question à soi-même et agir en conséquence. Donc si on a en face, si on est confronté à des jeunes, on peut dire que c'est pas ma famille, c'est pas mes enfants, ça ne regarde pas. Ou bien j'ai l'attitude que ce sont quand même les jeunes avec lesquels je vis dans le même immeuble. Je peux développer un cœur parental, plus ou moins, envers eux, et je peux d'abord être un bon exemple et peut-être placer un mot après un certain temps. Donc ça, c'est-à-dire si on a envers les autres, si on peut développer ce même type de relation qu'on a dans notre famille, ça va grandement influencer la société. Même si personne ne voit. Même si c'est dans le secret, dans l'inconnu, dans l'anonymat, c'est toujours quelque chose qui compte et qui est important. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici, mais je voudrais qu'on en discute encore profondément sur cela et peut-être dans les conférences ou dans les rencontres dans l'avenir, on peut parler de chaque relation familiale
en détail les valeurs qui se dégagent.